Aujourd'hui, l'usine du Sud est relancée, la phase de production est en route. Que va-t-elle produire exactement? Et au niveau de la planète, quelle place aujourd'hui et demain occupe le nickel calédonien? Débat à la une, c'est parti. Après Goro-Nickel, après Valence, le site industriel du Sud porte un nouveau nom commercial et les salariés arborent désormais un nouveau logo. Le carnet de commandes de Prony Resources, cette nouvelle identité, serait déjà très rempli, au moins pour 3 ans. On en parle ce soir, mais avant, on fait le point avec Shey Mariaï. Prony Resources est détenu à 51% par des intérêts locaux, un consortium calédonien composé de 4 entités, la Société de participation minière du Sud calédonien qui porte la participation des 3 provinces à 30%, les salariés et populations locales à 21%, le négociant suisse en matières premières Trafigura à 19% et la compagnie financière de Prony à 30%. Ce nouveau modèle minier permet donc à la Nouvelle-Calédonie de maîtriser ses ressources. La province sud va en effet percevoir une redevance de l'industriel qui louera la mine. En clair, la location des titres miniers va permettre de valoriser notre nickel et de construire des filières économiques d'avenir selon l'accord de vente conclu. Prony Resources, c'est aussi le partenariat industriel et commercial avec le géant américain de l'automobile Tesla. Il va garantir un débouché à la production de NHC, alliant nickel et cobalt, sur le marché des batteries pour véhicules électriques en Asie, en Europe et aux États-Unis. Dès le mois de mai, Prony Resources devrait procéder à ses premières exportations. 30% de la production annuelle devrait être absorbée par Tesla. Le constructeur va également jouer un rôle de conseiller technique dans le développement et l'amélioration du procédé métallurgique de l'usine du Sud. Sur le plan environnemental, le doublement du montant des garanties environnementales est imposé à l'exploitant, une sécurité supplémentaire en cas de défaillance ou de risque industriel. Objectif, préserver notre biodiversité et protéger les populations du Grand Sud. L'usine du Sud, c'est enfin le projet Lucie. Le chantier va reprendre prochainement avec un objectif de production des résidus secs dès le premier semestre 2023. Près de 600 personnes seront mobilisées au plus fort de l'activité. Quels sont les objectifs de Prony Resources en termes de production? Quelles sont les conséquences économiques pour le pays et pour les emplois? C'est ce que nous allons voir avec notre premier plateau d'invités qui prendront quelques minutes à la fin de cette première partie pour répondre aux questions posées par les internautes. Avec nous ce soir, Mimsi Délé. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes la présidente du MEDEF-NC, première organisation patronale de Nouvelle-Calédonie. À vos côtés, Joël Casarero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de la lettre économique confidentielle, vous êtes spécialisé dans le nickel. Face à vous, nous recevons ce soir Gabriel Ben-Simon, directeur marketing et vente chez Prony Resources. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question pour vous, Gabriel Ben-Simon, pardon. Combien, concrètement, il y a déjà de la production? Est-ce qu'on aura un produit fini dès la fin de ce mois, dès la fin du mois d'avril? Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'inviter ce soir pour parler du lancement de Prony Resources. Alors, on a mobilisé depuis plusieurs semaines déjà les équipes sur site en vue du redémarrage de l'unité. Alors, pour redémarrer une unité aussi complexe que le site de Prony Resources, eh bien, on a mis un planning en place. Et ce soir, je suis heureux de partager avec vous le fait que nous avons tenu ce planning. Alors, grâce à quoi aujourd'hui, nous avons toutes les équipes de Prony Resources qui sont mobilisées, qui sont engagées sur le terrain pour relancer l'unité. Et pas que les employés de Prony Resources, nous avons aussi tous nos sous-traitants qui travaillent à nos côtés. On va en parler tout à l'heure avec effectivement Mimsi Délé du MEDEF. Et je tiens à souligner ce soir et à les féliciter du travail qu'ils font, de leur détermination. Et de ce fait, comme je l'ai dit, on tient le planning. C'est-à-dire qu'à la mine, on a commencé à déployer les personnels depuis la semaine dernière. Côté usine, l'usine d'acide dont on a tant parlé, qui avait été arrêtée, on a pu finaliser les réparations et ça fait plus de 2 jours qu'on est en étape de préchauffage. Et l'objectif aujourd'hui est d'être en production autour du 20 avril. Donc oui, comme vous l'avez dit, une production d'ici la fin du mois.
On parle d'un top départ pour un nouveau projet industriel. Comment donc se déroule en ce moment le redémarrage? Alors, comme je vous l'ai dit, le redémarrage va bon train. On parle de nouveaux projets industriels, on parle de nouveaux produits aussi. Alors le produit n'est pas nouveau, on maîtrise sa production depuis des années, mais c'est vraiment le marché qui est nouveau. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une vue de l'esprit en se disant tiens, oui, dans quelques années, on va avoir un marché. En ce moment même, il y a des investissements colossaux à travers le monde, comme on l'a vu dans votre reportage au début, dans les usines pour produire des batteries pour les véhicules électriques. Le nickel est un composant, on va dire, crucial de la majorité de ces batteries. Du coup, la demande explose et on le ressent de manière palpable déjà depuis le début de l'année dans le prix d'achat du produit que l'on va avoir d'ici la fin du mois à Prony Ressources. Alors, Munsi Délé, le MEDEF est présent dans 3 secteurs économiques les plus importants du pays, à savoir le nickel, le tourisme et l'industrie. Comment les chefs d'entreprise accueillent cette nouvelle entité dans le Grand Sud? Avec beaucoup de soulagement. Effectivement, on attendait la conclusion de cet accord depuis déjà de longs mois. Il faut dire que il y a eu pas mal de péripéties. Les sous-traitants, l'usine était à l'arrêt depuis longtemps. Les sous-traitants, depuis le 12 novembre, n'avaient plus de contrat. Et donc, c'est vrai que la reprise, c'est une bouffée d'oxygène énorme pour un grand nombre d'entreprises. Je rappelle qu'au-delà des salariés du site, la sous-traitance, c'est près de 2000 emplois induits par l'activité de Prony Ressources aujourd'hui. Et c'est vrai que ce manque d'activité, ça a pesé durement sur les entreprises. Donc la confiance est là? Oui, la confiance est là, je crois qu'il faut le dire. C'est une très très bonne nouvelle, cette reprise de ce site. Le projet Lucie également, c'est une bouffée d'oxygène énorme et évidemment il y a une grande attente sur le lancement de ce projet, notamment pour le secteur du BTP qu'on n'a pas mentionné mais qui est actif au premier titre sur la construction du projet Lucie. Et c'est un secteur qui a besoin de ce type de projet pour envisager l'avenir beaucoup plus sereinement. Joël Casarero, dans quel contexte se déroule cette relance, on va dire, de l'activité dans le Grand Sud? Alors effectivement, c'est ce que disait Gabriel, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une demande qui est très forte, parce qu'il y a eu beaucoup d'injections, en fait, d'abord de liquidités sur les marchés, mais aussi il y a eu, par exemple, l'investissement pour les projets de relance au niveau des États-Unis, 2000 milliards, au niveau de l'Europe, 750 milliards, au niveau de la France aussi, 100 milliards. Tout ça, c'est pour la transition énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vise comme objectif ce qui a été acté dans la COP21, c'est-à-dire on va diminuer, on doit maintenir à 2 degrés. Ça veut dire qu'il va falloir avoir 30% de moins d'émissions, par exemple pour les industriels, de moins de CO2 dans l'atmosphère. Alors, pourquoi c'est relativement lié au marché du nickel? C'est qu'à partir du moment où il y a beaucoup d'investissements sur la transition, on va devoir faire par exemple des moteurs électriques, des batteries. Et tout ça, ça va demander des matières premières. Et du coup, les matières premières explosent. C'est vrai, là aujourd'hui, le marché est assez tendu, dirons-nous, sur les matières premières. Alors, ça va au cuivre, ça parle du cuivre, de l'argent, etc. Et aussi le cobalt, et dans une moindre mesure, mais c'est surtout le nickel. Et donc là-dessus, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est pour alimenter quoi? C'est le marché en fait électrique. Alors le marché des voitures, parce que c'est ça qui est là-dessus, c'est les véhicules électriques. Aujourd'hui, en fait, le nickel, il sert à quoi dans ce qu'on appelle une batterie au ion lithium? Alors en fait, aujourd'hui, en fait, c'est la cathode qui va formé avec du nickel, parfois du cobalt ou de l'aluminium, et d'autres métaux. Et c'est ça qui va qui va absorber en fait le nickel dans la batterie lithium. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, grosso modo, pour une voiture, c'est 55 kg de nickel qu'il faut au niveau de la batterie, et qui représente à peu près 55 kg pour une voiture électrique. Et c'est ça en fait l'enjeu. En fait, donc on va consommer en fait du nickel. Et ça va être la demande. Elle va aspirer en fait la demande du nickel. Et du coup, les prix, effectivement, vont être beaucoup plus tendus. Après, on peut voir aussi au niveau de l'offre, mais on a déjà ce mécanisme qui est là. Donc sur les batteries qui vont être utilisées dans la transition énergétique.
Alors vous le disiez tout à l'heure, Gabriel Ben-Simon, c'est plus qu'un nouveau produit, c'est un nouveau marché. Parlez-nous de ce nouveau marché. Alors c'est un nouveau marché, comme Joël vient d'en parler, qui a des caractéristiques spécifiques aussi. Il y avait, on va dire, l'ancien marché, le marché historique de la sidérurgie, et puis le marché aujourd'hui des batteries électriques. C'est un marché qui se caractérise par des demandes et des clients qui sont très exigeants. Alors, comme vous l'avez montré, on travaille avec Tesla, qui est le plus prestigieux, on peut le dire, mais aussi, du coup, le plus exigeant. Et ces clients, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent un produit qui soit très bon chimiquement, pas en adéquation avec leur procédé, mais surtout que le produit soit produit de manière, on va dire, responsable avec la connotation RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale de l'entreprise. Et ça, c'est un paramètre qui est aussi bien qualifiant que disqualifiant. Donc en Calédonie, on a des normes environnementales, des conditions de travail qui sont bien suivies. Et donc c'est un atout pour nous d'aller sur ce marché avec ce qu'on peut appeler, on va dire, un nickel green, sur lequel on va vraiment renforcer notre focus. Mim Sidélé, cette nouvelle orientation de l'usine du Sud, est-ce que ça change quelque chose pour les entreprises que vous représentez et qui travaillent dans le Grand Sud? Oui, je pense que c'est important, on vient de mentionner la RSE, ça contribue aussi à améliorer l'image de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis d'autres investisseurs. C'est vrai qu'un investisseur comme Tesla, aussi prestigieux, et finalement s'intéresse à ce qui est produit en Nouvelle-Calédonie, évidemment, ça contribue à améliorer l'image de marque de notre territoire pour d'autres investisseurs. Et on le savait tous, c'est vrai qu'on a des compétences, on a énormément, on a un environnement qui est porteur, et c'est aujourd'hui avec beaucoup d'espoir qu'on commence à en tirer les fruits. Joël Casarero, quelle est l'analyse que vous portez justement? Oui, juste pour compléter, en fait, ce que disait Gabriel est vrai, c'est-à-dire que la demande, elle est très focalisée sur l'éthique, c'est-à-dire qu'on veut du cobalt, mais du cobalt qui n'est pas produit par les enfants au Congo. Donc là, il y a une attente, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait Tesla essaye de fabriquer en fait des piles sans cobalt. Il veut supprimer le cobalt. Ensuite, il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est le CO2. Et ça, c'est quelque chose qui va être déterminant. Il va falloir enlever en fait dans la chaîne du CO2. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va mesurer en fait, c'est le kilowattheure pour une batterie. Et on va demander à ce que le kilowattheure produit soit mesuré par rapport à au kilo de CO2 qu'il a fallu pour produire le kilowattheure. Donc chaque kilowattheure, combien de kilos de CO2? Et ça va être le facteur déterminant. Un peu comme ce qu'on a dans l'alimentaire avec les Nutri-Score, on va avoir sur le marché des batteries avec un score de CO2. Or aujourd'hui, il faut bien savoir que pour produire un kilowattheure, c'est entre 70 et 150 kg de CO2 par kilowattheure. Ça veut dire que les voitures électriques ne sont pas aujourd'hui vertueuses. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est l'objet, en fait, l'enjeu, en fait, ça va être là-dedans. Et aujourd'hui, j'en profite pour dire que on peut avoir des conditions RSE vertueuses, mais il faut qu'on puisse aujourd'hui enlever, en fait, la production de charbon ou de gaz. Il y a eu une très bonne étude par NCE, NCE, c'est pour la centrale devrait être verte, c'est-à-dire qu'elle devrait être produite ici pour pouvoir justement avoir du nickel vert et vertueux. Et en plus, il pourrait avoir une utilisation plus éthique. Exactement, si je peux compléter ce commentaire, le grand focus là sur cette condition, on va dire, les émissions de CO2 qu'on doit réduire parce que la législation est extrêmement bien faite. Pour les véhicules électriques, c'est pas juste on a un véhicule électrique en ville et puis on fait la pollution ailleurs. Les lois obligent toute la chaîne à réduire les émissions de CO2. Donc c'est vraiment notre focus, nous, de réduire les émissions de CO2 et on a même un plan pour les diviser par 2 d'ici 2030 et arriver à bilan carbone nul d'ici 2040. Tout à fait. On va voir justement une question qui a été posée par nos internautes et qui s'affiche sur vos écrans. Le NHC du Sud va être raffiné au Japon. Selon les dernières infos, que perdrons-nous en valeur ajoutée à ne pas raffiner nous-mêmes? Une question posée par Laurent. Alors, Gabriel Ben-Simon. Je pense qu'elle m'est destinée. On associe généralement à la pureté d'un produit. Plus le produit est pur, plus on fait de valeur ajoutée.
On a vu qu'avant, on avait un produit qui était plus pur, sauf que la valeur ajoutée ne s'y retrouvait pas parce qu'on allait sur un marché qui était très concurrentiel et la valeur qu'on mettait pour faire ce produit, on ne la retrouvait pas quand le client nous payait. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ce NHC, c'est vrai c'est un produit intermédiaire, mais on ne perd pas de valeur en le produisant. Comme je dis, depuis le début de l'année, on a des prix d'achat qui sont égaux, voire même supérieurs aux produits qu'on faisait avant plus raffinés. Joël Casarero, on a vu votre analyse sur le marché du véhicule électrique, mais concrètement, vous y croyez, vous ? Alors, en fait, il y a le vrai facteur, en fait, ça va être effectivement, ça va être la demande. C'est-à-dire que si les clients sont au rendez-vous, il y aura un appel d'air. Et c'est pour ça que, justement, les gens, ils veulent acheter des voitures propres. Donc ça, c'est très important. Alors de l'autre côté, c'est du côté de l'offre. Aujourd'hui, si vous voulez, on a deux types de nickel. Un nickel qui est très pur, ce qu'on appelle classe 1, et puis le nickel qui est moins pur. Le nickel, originellement, le nickel très pur, il servait justement à l'industrie chimique et notamment aux batteries. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un acteur chinois qui s'appelle Tsingshan, qui a disrupté un peu ce marché en proposant, en disant, attendez, moi je vais faire à partir d'une usine en Indonésie ce qu'on appelle le NPI, le nickel pig iron, je vais faire des maths de nickel, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus élevé en pourcentage de nickel, c'est 60% environ, même plus je crois, 70 je crois, ils visent, et on va fournir le marché électrique, puisqu'ils vont fournir deux clients qui sont deux clients chinois, CNGR et Huayuan. Et ça va disrupter le marché. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fabrique en fait ces produits très très transformés par le HPAL, donc la technologie qui est utilisée par Goro. Simplement, c'est très long à mettre en œuvre, c'est très cher, c'est très coûteux et le ramp-up, c'est-à-dire la mise en production en général à 100%, elle ne marche pas forcément. Du coup, ces fabrications d'usines telles que Tsingshan l'a fait, en 2 ans, voire en 18 mois même, voire en moins, c'est 16 mois, avec son dispositif qu'il a en Indonésie à Impeyi, sur l'île de Sulawesi, ça peut être disruptif au niveau du marché. C'est pour ça qu'il y a eu un effondrement en fait du prix au niveau de la demande. On va en parler dans la seconde partie effectivement de cette émission. Juste, Mimsi Délé, on revient sur la relance de l'activité dans le Grand Sud. Pour les chefs d'entreprise, comment ça se passe, en tout cas pour ceux qui gravitent autour du site ? Alors là aujourd'hui, pour l'instant, finalement, il y a une période de transition entre Vallée et de Prony Ressources. Donc il y a des contrats qui sont en train d'être renégociés, très concrètement, des contrats de sous-traitance. Il y a un soulagement en tout cas dans... Énormément de soulagement, bien sûr, c'est la bouffée d'oxygène que tout le monde attendait. Reprendre le travail, encore une fois, c'est 2000 salariés. Pour nos comptes sociaux aussi, de façon plus générale, c'est fondamental parce que 1200 salariés au chômage partiel, c'était le bilan du conflit chez Vallée. C'était extrêmement lourd. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait pas comment ce sera financé. Donc, la reprise est évidemment très, très bien accueillie par l'ensemble du monde économique. Maintenant, c'est vrai que les investissements qui sont associés à la réouverture de ce projet, c'est plus que de la continuité. Là, c'est du nouveau, c'est des nouveaux marchés. 15 milliards sur le projet Lucie qui sont estimés pour les entreprises locales. Évidemment, en ce moment, ça tombe extrêmement bien. Gabriel Ben-Simon, vous ne craignez pas que votre produit devienne sur le long terme obsolète ? Alors, comme Joël l'a mentionné, là, on a dit on a un marché énorme qui est en train d'émerger. Donc, ça attire les concurrents, comme Tsingshan, qui est un concurrent extrêmement sérieux, qui a disrupté le marché historique de l'inox. Et là, il a fait une annonce, le marché a perdu 20% il y a quelques mois, et puis il veut se positionner. Donc, nous, aujourd'hui, on a un produit qui est déjà disponible, qui est apprécié par le marché. Il faut qu'on arrive à le garder compétitif. Donc, les deux axes, c'est réduire nos émissions de CO2 et également être, d'ici 2023, à un coût de production de $10 000 la tonne, donc être compétitif. Un nickel plus vert, un nickel plus éthique, plus propre, c'est important pour les chefs d'entreprise que vous représentez ? Oui, c'est important. C'est une obligation également ? Oui, c'est une obligation parce qu'on vit dans un pays qui a un potentiel environnemental énorme et on a tout intérêt à valoriser cet aspect-là de nos activités parce que c'est ça qui fait notre attractivité par rapport à d'autres territoires où peut-être il fait moins bon vivre. Et quelque part, c'est rassurant pour un investisseur. Aujourd'hui, la RSE, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte dans la valorisation des entreprises et pouvoir prouver que la Nouvelle-Calédonie est capable de mener ce type de démarche
localement, c'est un avantage compétitif crucial. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le secteur de la métallurgie, de la mine, d'autres secteurs, on est en compétition avec d'autres territoires et il faut qu'on valorise cet aspect-là, bien sûr. C'est pas une contrainte pour nous, Joël Casarero, justement de cette RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, qui fait qu'on doit prendre en compte non seulement l'environnement, mais aussi l'impact d'une industrie sur les populations locales. C'est pas une contrainte pour notre produit, c'est pas ce qui fait que le produit coûte plus cher. Non, parce que c'est en fait maintenant la demande, elle exige ça en fait. Maintenant, c'est comme l'alimentaire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un niveau d'exigence. Maintenant, il y a un niveau de traçabilité même. C'est-à-dire on va vouloir savoir d'où vient le nickel qui est produit dans la cathode de ma voiture. Donc c'est pour ça que d'ailleurs Tesla a acheté en fait une mine dans le Nevada pour extraire du lithium, tellement il veut concentrer en fait. Donc là, on a aussi, ça c'est important de le noter, c'est qu'on a, puisque le nickel varie beaucoup, d'accord, on essaye, puisqu'il représente une prix d'une batterie dans une voiture, c'est 40% environ, on essaye en fait, vous n'allez pas acheter une batterie parce que le cours du nickel va bouger. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est on essaye de supprimer ou de l'enlever. Alors soit on trouve des batteries qui sont par exemple fer phosphate, ou alors on essaye de le diminuer, voire on essaye aussi de faire quelque chose qui est intéressant, c'est de le verticaliser. C'est-à-dire qu'on intègre à l'intérieur, par exemple les constructeurs de voitures vont en parler plus largement, devenir des mineurs. Voilà. C'est une des manières de disrupter aussi le marché. Je voulais vous poser la question à Mimsi Delay du MEDEF. Est-ce qu'on a les compétences justement pour faire du nickel plus vert et plus éthique ? Ah ben oui, je le crois, puisque aujourd'hui, que Tesla sélectionne en fait cette unité de production pour ce produit, ça prouve bien que la compétence est là. Et puis je rebondis, c'est pas sur la RSE qu'il faut faire des économies stratégiquement, au contraire, c'est stratégique d'investir là-dessus. Évidemment, notre compétitivité dans le nickel, elle est importante et il va falloir la travailler. On sait très bien qu'on n'est pas forcément les mieux positionnés et pour ça, on a des challenges. Le coût des assurances en Nouvelle-Calédonie, suite à un conflit comme celui qu'on vient de vivre, ça flambe. Et le coût d'assurance, par exemple, d'un projet comme celui-ci, ça plombe notre compétitivité, par exemple. Donc j'ai envie de dire, ne voyons pas la RSE comme un problème, mais essayons de travailler déjà, nous, en interne et localement, sur ce qui peut nous éviter ces surcoûts qui viennent effectivement brider notre compétitivité. Mimsi Delay, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette première partie. Je vous propose de voir à présent les questions qui ont été posées par nos internautes. Donc une question Facebook, l'usine du Sud, y compris l'import-export, sera-t-elle neutre en carbone? On y a répondu un petit peu tout à l'heure. On y a répondu, alors aujourd'hui non. On a un plan qui travaille sur les énergies de production de l'électricité. On a des plans aussi pour les flux internes de CO2, comment les capter, voire peut-être même les valoriser, avec des objectifs, les diminuer de moitié d'ici 2030 et arriver, comme le dit le téléspectateur, à la neutralité carbone d'ici 2040. Et on a Tesla pour nous aider justement dans tous ces projets de verdir notre nickel. Voilà, d'autres questions à la fin de cette émission. Dans la seconde partie, nous étions avec Mimsi Delay, présidente du MEDEF NC. Merci de votre participation. Joël Casarero, fondateur de la Lettre économique confidentielle, spécialiste du nickel. Et Gabriel Ben-Simon, responsable marketing et vente chez Prony Resources. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce premier plateau consacré donc à Prony Resources, cette nouvelle entité qui prend désormais la place de Vale NC. Les batteries, on en a parlé dans cette première partie. Les demandes devraient exploser, les projets en cours ne suffiront pas à la demande, sauf si le géant chinois, on l'a dit aussi, Tsingshan, réussit à substituer le nickel de l'acier pour produire des batteries. En attendant, les industriels de l'automobile verte craignent un goulet d'étranglement et la pénurie du nickel pourrait alors menacer la transition écologique, énergétique plutôt.